Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans l'émission La vision au-delà des rêves. Aujourd'hui, nous avons encore un invité de marque qui va se présenter d'un moment à l'autre, mais nous vous rappelons que notre émission a pour but de susciter dans les cœurs des gens des visions qui sont susceptibles de changer cette nation, des visions qui sont susceptibles de changer ce monde. L'émission est intitulée La vision au-delà des rêves parce que nous sommes convaincus que nous ne devons pas seulement rester au niveau des rêves, mais que nous devons prendre des pas de géant dans la vision et dans son accomplissement. Alors ce soir, nous sommes honorés dans nos studios d'avoir un invité qui peut se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Une brève présentation de votre part. Alors, brève présentation, vous voulez le nom, Oui, l'identité complète, le parcours professionnel? D'abord, l'identité, donc Alors, le nom. Deo Akizimana, c'est mon nom et prénom. Je suis né à Kanyewa, dans la commune de Kiganda, province actuelle de Moravia. Je suis à l'origine un enseignant, devenu journaliste, avant de débarquer dans la politique et de temps en temps dans la société civile. J'ai 56 ans, je suis père, j'ai 6 enfants, je suis aussi grand-père. Avant de peut-être d'entrer en profondeur dans le vif du sujet, avant de commencer même la présentation de votre enfance, peut-être il y a un événement aussi récent à partir duquel nos téléspectateurs peuvent se rappeler de vous. Il y a quelque chose que vous auriez fait si récemment qui peut rappeler nos téléspectateurs qui vous êtes. Un événement récent, vous voulez parler de quel espace de temps? Une année, 2 ans, 10 ans? Une année peut-être. Une année. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu longtemps en Suisse, pendant 21 ans. Mais ces dernières années, j'ai décidé de commencer à m'établir définitivement au Burundi. J'ai commencé étape par étape, développant des projets humanitaires notamment, puis même récemment, en décidant de participer au processus électoral. Voilà. En tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant. Voilà. Donc, vous venez de l'entendre. Deo Akizimana, c'est quelqu'un qui venait dernièrement de s'engager même dans la vie politique de notre pays et qui a participé même dans son histoire. On va alors commencer à entrer dans le vif du sujet. D'abord, on va parler de vous. Deo Akizimana, vous nous avez dit que vous êtes né à Kiganda. C'était en quelle année? 1954. 1954. Il y a 56 ans. Il y a 56 ans. Et quelques 8 mois. Ouais. Alors, vous êtes né à Kiganda, c'est la province de Moravia. La province de Moravia. Et quels sont vos souvenirs d'enfance à Kiganda? J'en ai 2 qui sont très particulièrement réjouissants et marquants. C'est que j'ai eu la chance de naître dans une famille où le papa, la maman ont accordé beaucoup de charme, beaucoup de chaleur à leurs enfants. Et cela m'a appris dans ma vie pratique que j'ai côtoyée depuis que j'existe. Alors, le deuxième souvenir, c'est l'envie que j'avais de savoir, qui m'a aidé à surmonter des obstacles assez particuliers. Parce que si je vous dis par exemple que moi je suis diplômé d'école secondaire, on l'appelait à l'époque les écoles moyennes pédagogiques. Moi je suis lauréat de l'école moyenne pédagogique de Musengo, on a étudié 4 ans, que j'ai terminé en 1972. Mais à l'époque, je n'ai pas eu l'opportunité de continuer comme je le souhaitais. J'ai immédiatement été versé dans l'enseignement primaire. J'ai enseigné à Rutegama, dans une localité communément appelée Gachacha. Et plus tard, ça ne m'a pas empêché de briguer un poste d'étudiant à l'école de journalisme qui ne recrutait que les étudiants ayant un diplôme qu'on appelle des humanités complètes. Moi, je n'en avais pas.
Mais les personnes qui recrutaient ont estimé que le niveau intellectuel que j'avais atteint entre-temps, parce que j'étais quelqu'un qui me formait beaucoup, je lisais beaucoup, tous les papiers qui me tombaient dessous, je les lisais et je ne perdais jamais un écrit, moi. Peut-être un livre qui vous aurait marqué pendant votre enfance aussi? Oui, c'est le livre de Michel Kayoya, oui. Entre deux mondes. C'est un livre très puissant qui est actuel encore maintenant. Et quelle est justement la leçon que vous avez tirée de ce livre? La grande leçon que je tire des ouvrages de Michel Kayoya, il nous a laissé deux, c'est un prêtre, philosophe. Il m'a laissé le sentiment que c'était quelqu'un qui avait envie de dire au Burundi qu'on est un pays pas aussi pauvre qu'on le dit. Moi, je dis la même chose aujourd'hui, on n'est pas pauvre du tout. Lui qui disait, mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'on construit des maisons en briques très jolies? Je crois qu'il parlait surtout des maisons de la capitale, Bujumbura et de Gitega, qui sont très bien, etc. Mais quand est-ce que vous allez découvrir que ces briques-là sont fabriquées avec l'argile de nos marais? Et c'est quelqu'un qui a porté beaucoup d'attention sur l'importance de respecter un certain nombre de valeurs. Par exemple, le respect que vous devez aux parents. Chez Michel Kayoya est apparu comme quelque chose de très solide et il a appelé la génération des jeunes à bien noter l'importance de respecter les anciens dans le rôle de transmission du savoir-vivre, du savoir-être notamment. Alors, des livres comme celui-là m'ont donné beaucoup de bagages sur lesquels j'ai construit mon propre bagage plus tard. Oui. Alors, vous venez de nous parler de l'école moyenne et pédagogique, pédagogique que vous avez fini en 72, vous avez dit? Oui, tout à fait. 72, et vous aviez 17 ans. 17 ans et quelques poussières de moi. 17 ans, d'accord. Et après, vous êtes-vous engagé dans le milieu professionnel? Vous avez dit... Donc, j'ai enseigné pendant 5 ans. 5 ans. Toujours à Rutegama. Et entre-temps, comme la vie, à l'époque, les années entre 72 et 75, c'était des années où les activités politiques autour du parti unique UPRONA battaient le plein. Je crois que les personnes qui vivaient à l'époque peuvent avouer que vous aviez à le savoir, à le vouloir ou à ne pas le vouloir, mais de près ou de loin, vous étiez quelque part un partisan de l'UPRONA. C'était un parti unique. Moi, je l'ai été. J'ai animé beaucoup de groupes de jeunes au sein de ce qu'on appelait la jeunesse révolutionnaire Rwagasore, qui a une histoire à laquelle nous n'allons pas revenir, mais c'est comme ça que c'était la vie. Et en même temps, j'enseignais. Mais plus tard, j'ai eu l'opportunité d'être recruté comme journaliste. J'avais commencé à écrire des articles bénévolement pour la presse écrite de l'époque. Elle était gouvernementale. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me faisais des connaissances, je dirais également des amis, des admirateurs. Et un de ces admirateurs que j'ai croisé dans une grande réunion de la JRR à Bujumbura en 1978, on appelait la conférence nationale de la JRR. Il me semble qu'il a apprécié la méthode avec laquelle je collaborais avec lui en lui donnant des informations sur la conférence. Alors il m'a recruté comme journaliste au quotidien Le Renouveau. Et là au Le Renouveau, moi j'avais une fonction très spéciale. Je m'occupais plus particulièrement des actualités politiques. Pour qu'on puisse vous charger d'une telle mission, déjà pendant une époque qui n'était pas du tout facile, quel était l'atout que vous aviez? Quelle était cette chose spéciale que vous aviez qui attirait finalement les gens? Ils voyaient déjà en vous un homme politique peut-être? L'amour du travail d'abord, la compétence ensuite. Et puis l'envie de réussir enfin. Moi je suis quelqu'un, depuis que j'existe, quand je ne rencontre pas des obstacles majeurs, j'ai envie que ce que j'entreprends puisse réussir un jour. En général, moi, je ne suis pas impressionné par les obstacles.
quand il y en a, je les observe, je les analyse, j'essaie d'en tirer des leçons. Après, de ces leçons, je dégage un plan d'action qui m'aide à surmonter ces obstacles. Je parlais tout à l'heure de ma formation, dont je disais que je n'avais qu'une formation de 4 ans postsecondaire. Et plus tard, je suis allé dans le journalisme en étant un reporter politique au Renouveau. Et entre-temps, le gouvernement a créé une école de journalisme qui ne recevait que les étudiants détenteurs d'un diplôme des humanités. Ben, je me suis présenté, mais je ne me suis pas présenté seul. J'avais derrière moi au moins 2 années d'ancienneté professionnelle, mais également des années de bénévolat au cœur du journalisme. J'ai passé un concours. Il se fait que la chance m'a souri, Dieu m'a accompagné. J'ai été premier dans ce concours et j'ai été admis à l'école de journalisme. Vous avez été premier parmi ceux qui, normalement, avaient le diplôme des humanités. Ben, je crois que, pour finir, j'ai observé la situation. J'avais une expérience sur le terrain. Et ensuite, j'avais de l'âge. À l'époque, j'avais 29 ans. J'étais le plus âgé. Mais j'étais également le seul, l'un qui était déjà versé dans le même métier. Et puis, j'avais vraiment envie de réussir. Et on m'a admis à l'école 2 années académiques que j'ai passées avec beaucoup de peine, bien sûr, parce que nous avions 2 années académiques à faire en une seule année de 12 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, plus de 900 heures de cours que nous avions à faire en 6 mois, et puis que nous avons enchaîné avec une deuxième année de 6 mois également, avec 900 autres heures de cours. C'était pénible, mais finalement, moi, ça ne me dérangeait pas. C'était une formation qui avait une espèce d'encyclopédisme. C'était vraiment encyclopédique. On apprenait beaucoup de choses en peu de temps. Mais nous avions surtout une chance, nous avons les meilleurs enseignants, je pense, à l'époque. Quand nous avions besoin d'un historien, on allait à la faculté d'histoire, ici à l'université de Bujumbura, et on cherchait le meilleur historien. Idem en économie, idem dans les autres branches que nous avions à fréquenter. Et moi qui avais envie d'apprendre par moi-même, ça me permettait d'ouvrir mes horizons, de chercher par moi-même d'autres sources de formation, les livres. Il y avait à l'époque un centre culturel américain avec des livres très, très intéressants, surtout des livres d'économie politique. Et ça m'a beaucoup ouvert les horizons. Et j'ai vu que j'ai terminé l'école de journalisme avec une note assez appréciable quand même. Juste à la fin à la sortie de cette école de journalisme, vous embrassez la carrière de journalisme. Comme journaliste de l'agence burundaise de presse. À BP. À Gitega. D'accord. Et combien de temps avez-vous pratiqué ce métier de journalisme? Alors j'ai pratiqué le journalisme à l'agence burundaise de presse pendant, je ne sais pas si je vais dire 4, 5 ou 6 ans, parce que c'est des années qui ont été ponctuées par des hauts et des bas. Des hauts, c'est que quand je suis arrivé à Gitega, le gouverneur de la province de l'époque, ainsi que les dirigeants du parti m'ont repéré et m'ont confié des responsabilités à l'échelle provinciale, si bien qu'à un certain moment, je peux dire que je comptais parmi les hommes les plus forts, entre guillemets, politiquement parlant, de la province de Gitega. Mais ça m'a aussi créé des ennuis. Créé des ennuis avec ma hiérarchie professionnelle. Qui estimait que, je ne sais pour quelle raison, que je prenais, je ne sais pas. Mais j'ai vu quand même qu'à un moment donné, ils m'ont dit, ah Déo, il faut arrêter. Maintenant, on t'envoie travailler ailleurs. C'était pas assez bien pour moi parce que je me sentais déstabilisé. J'étais quelqu'un qui aimait vivre en famille. Je n'allais pas au bistrot. À l'époque, c'était vu comme un affront. Il fallait qu'on te voit dans un bar le soir, parce qu'il était de coutume que les choses les plus importantes de la politique du pays se discutaient dans les bars, dans les cabarets. Quand vous n'y allez pas, ils ne savaient jamais ce que tu pensais. Et c'était vu comme une entorse aux habitudes sociales de l'époque. Mais moi, j'ai
j'ai décidé quand même de garder son cap. J'ai dit, si j'arrive à bien faire mon travail, que je suis au drapeau à 7 heures, que le soir, au moment de la fermeture du bureau, j'estime que j'ai bien fait mon travail. Il ne restait que rentrer dans ma famille, voir les enfants, aider mon épouse à élever les enfants, discuter, préparer des projets. Ça, ce pari, je l'ai gardé et je ne le regrette pas, bien que ce n'était pas toujours bien compris. Et justement, vous venez de nous parler de votre famille. Vous êtes marié, combien d'enfants? J'ai 6 enfants. C'est des enfants qui sont grands. Hein. Ma cadette a 21 ans et elle fait la 2e année d'université. Elle est née à plus de 30 ans. Oui. Alors, sans doute, à vous entendre parler, à entendre tout ce cursus que vous avez suivi, vous aviez des rêves dès votre enfance, vous aviez des rêves au moment de votre temps que vous avez passé à l'école, que vous avez passé dans les différentes écoles que vous avez citées. Quel était ce rêve que vous aviez dès le bas âge? Oui, j'ai dit que dès le bas âge, j'avais vraiment envie de savoir, de cultiver ma tête. Et dans un premier temps, je me demandais, en regardant les autres amis qui avaient des diplômes, comme je n'en avais pas, diplôme des humanités par exemple, quand je les regardais, que je les entendais, que je discutais avec eux, qu'on parlait français ensemble, qu'on discutait mathématiques, je sentais que j'avais moi aussi un niveau, mais je n'avais pas le diplôme. Plus tard, je l'ai eu, notamment à l'école de journalisme. Mais une fois arrivé à l'école de journalisme, je savais que j'avais encore envie de pousser beaucoup plus loin. Vous savez, les 2 années qu'on faisait là-bas, pour moi, ne me suffisaient pas. Ça ne me procurait pas la satisfaction que je cherchais. Alors, le hasard, à force de rêver, est arrivé. Quand je me suis retrouvé en Suisse dès 1989, c'est appelé les histoires qui amènent les Burundais à quitter leur pays pour des raisons sécuritaires. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu la chance d'être accepté comme correspondant, comme journaliste, donc accrédité auprès des Nations Unies pendant des années. Ça m'a procuré des cartes de visite, des connaissances, ça m'a procuré aussi une ouverture extraordinaire, surtout sur le monde international. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai croisé une école de 3e cycle à Paris, en France, et j'ai postulé, j'ai présenté mon dossier. On m'a répondu en disant, en regardant votre cursus personnel, en nous informant, nous avons conclu que vous avez le diplôme de maîtrise que nous cherchons pour vous accepter dans un 3e cycle spécialisé que je cherchais. C'est comme ça que j'ai fait donc un cycle spécialisé en études diplomatiques à Paris. Et là aussi, j'ai vu finalement que la volonté était d'abord la première condition quand vous voulez aller plus loin. Il faut d'abord avoir la volonté. Rêver, ça ne suffit pas, mais il faut avoir la volonté de traduire votre rêve en réalité. Est-ce que dès le bas âge, vous aviez une ambition politique? Oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si je vais dire comme ça, avoir une ambition politique. Ça s'est venu tout seul. Oui. Et voici comment c'est venu. Le premier déclic, c'est en 1961. Oui. Au mois de juin ou de juillet, la campagne battait son plein pour l'indépendance du pays. Et ce jour-là, j'ai vu le prince El Ouaga. J'avais 6 ans. Hein, j'ai vu le prince El Ouaga. Oui, chez nous, notre colline. Il était venu rencontrer ses militants. Moi, la commune de Tigana était un fief uproniste très important. Alors, j'ai eu la chance que le prince est venu à l'endroit où je suis né. Il a tenu un bref meeting et je l'ai écouté. Par après, évidemment, quelques semaines plus tard, j'ai entendu qu'il était assassiné. Or, dans mon idée, je pensais que quelqu'un comme Rwagasore ne pouvait pas et ne devait pas mourir. Oui. À cause de l'aspect assez extraordinaire de sa personnalité par rapport au temps que le pays traversait. Moi, je ne comprenais rien du tout. Mais
Rien qu'à voir la foule qui s'amassait autour de lui, rien qu'à voir les visages qui s'éclairaient quand il parlait, ça suffisait de comprendre que c'était un homme de poigne. Et quand il a été assassiné, ça s'est su le même jour. Quelques jours auparavant, la terre avait tremblé et notre maison, la maison où moi j'ai grandi, c'était une maison en pierre, avait connu une fissure importante et on avait conclu que ce tremblement de terre était une sorte de signe de mauvais augure. Alors quand le prince est mort, je crois que c'était comme ça. Alors le deuxième événement, c'est quand vous allez étudier l'histoire, on va vous dire qu'on voulait, dans un premier temps, l'enterrer à Gitega, le prince Rwagasore. Et puis par après des conciliabules sur le plan national, on a décidé de retourner son corps à Bujumbura. Et quand, je ne sais plus si c'est la radio qui disait ça, mais tout le monde était averti que le convoi funèbre quittait Gitega pour aller à Bujumbura. Alors moi, je suis allé à Rurenda. Rurenda, c'est à 3 km de chez moi. J'ai vu le cortège passer. Alors, ce fut un deuxième événement qui m'a marqué. Parce que je ne supportais pas l'idée de sentir cet homme mort. Alors, plus tard, on a assisté à tout ce que tout le monde sait, les premières rivalités ethniques qui se sont fait jour, les premières disparitions. Plus tard, comme j'habitais quand même dans un endroit où j'avais la chance de voir défiler un certain nombre de personnalités, notamment quand ils venaient de Gitega pour les travaux de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est réunie très souvent à Gitega. Et certains s'arrêtaient en chemin, tout près de chez moi, pour prendre des contacts, prendre une bière. Et j'avais cette possibilité de les voir. La chance était que c'était chez moi-même. Il y avait un bar. Et j'ai eu à servir un verre de bière, une bouteille de bière à des personnalités aussi connues que Nyendadoumou, par exemple. Oui, je les ai vus chez moi, ainsi que les autres personnalités qui étaient originaires de la région. Ça m'a donné envie d'abord savoir ce qu'ils faisaient, et ensuite devenir comme eux. Vous savez, un enfant, c'est comme ça. Un enfant s'identifie souvent, veut s'identifier à quelqu'un qu'il a vu au parcours, sur son chemin, etc. Et moi, comme je voyais souvent les politiciens, je crois que c'est ça aussi qui m'a façonné, mais ce n'était pas simple. Oui. C'était pas facile. À côté de cette naissance, de cette envie de devenir comme eux, de devenir un politicien, vous vivez quand même une époque qui n'est pas facile. Vous nous avez parlé de l'époque du prince Rwagasore qui n'était pas du tout facile, son assassinat et les événements malheureux qui ont secoué le Burundi à cette époque-là. Aussi, vous terminez l'école secondaire en 72, au moment où il y a des massacres, au moment où il y a une crise politique. Un massacre terrible. Vraiment. Est-ce que tout ça a dû laisser quand même des souvenirs peut-être malheureux en vous, ou des frustrations, que ce soit du niveau politique? Parlez-nous un tout petit peu de l'image que vous avez, ou bien qui reste en vous, de ce Burundi de cette époque-là. La réalité du drame de 72, moi je l'ai perçue plus tard. Lorsque, par exemple, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné la 6e primaire. Et c'est au moment où le gouvernement avait fait une réforme scolaire qui faisait que le certificat national d'accès à l'école secondaire se délivrait en 6e. Donc moi, j'enseignais les enfants qui étaient destinés à étudier, à aller dans les écoles secondaires. La chance que j'ai eue, c'est que ce n'était pas facile de tenir une classe de 6e et de viser un résultat. C'était compliqué, la sélection était sévère et puis la compétition était vaste. Mais la première chose qui m'a fait prendre conscience que j'étais quand même utile, c'est que dans mon arrondissement scolaire, auparavant, il n'y avait pas les cantons, comme on le dit aujourd'hui, les cantons scolaires, les inspections cantonales d'aujourd'hui. Avant, c'était des arrondissements. Et dans l'arrondissement de Moravia, dont je faisais partie, j'ai eu la chance d'être coté parmi les meilleurs enseignants. Parce qu'en effet, sur une trentaine d'élèves, moi, il m'arrivait d'avoir des élèves qui obtenaient leur certificat national à plus de 90%. Alors ça, c'était phénoménal, ça ne se voyait généralement pas.
Alors à côté de ça, j'ai vu que mes succès n'étaient pas toujours des succès qui m'ont procuré de nouveaux succès. Ma foi, la vie était faite comme ça à l'époque. Nous sommes un pays où des rivalités sanglantes commençaient à éclipser les valeurs réelles. Hein. Si vous voulez, quand les gens étudient ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'ils se souviennent, en interrogeant des gens comme nous, que dans le temps, plus vous réussissez, des fois, ça vous causait plus de problèmes. Mais à côté de ça, moi, je remercie le destin de s'être arrangé pour me donner des chances. Des chances, d'abord, de constater qu'il y avait des problèmes, mais de pouvoir les gérer sans m'écarter de la société, en restant dedans. Je n'ai jamais été tenté de mal travailler, de mal servir mes élèves, par exemple, parce qu'on ne m'avait pas donné une promotion. Parce que c'est plus tard que j'ai compris combien c'était agréable d'enseigner des élèves et qui plus tard vous rencontrent et vous disent aux autres, mesdames, messieurs, voilà l'homme qui m'a fait ce que je suis. Ça, c'est la plus grande satisfaction que j'ai rencontrée quand j'ai enseigné, au moment où le pays traversait des vagues, des crises très graves. Et c'est ce genre de constats qui m'ont aidé à réaliser que la vie pouvait continuer malgré ce qui s'était passé. Et puis, c'était même pas facile de savoir tout ce qui s'était passé parce que, vous savez, jusqu'à présent, les Burundais ne se sont pas encore dit la vérité sur la réalité du passé. C'est beaucoup plus dur il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était beaucoup plus dur. Je me souviens, une des questions qui m'ont fait mal dans mon parcours, j'ai parfois demandé, mais pourquoi on n'a pas apporté le deuil de tel, Enfin, je constatais que j'aurais mieux fait de ne pas poser la question. Aujourd'hui, je suis, quand je m'en souviens, très content qu'on puisse arriver à tout se raconter, chose qui n'arrivait pas de mon temps. Donc, pour dire que c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ce passé-là qui n'était pas facile. Et puis moi, je disais, ce qui compte pour moi, c'est demain. Vous savez, il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup. Einstein disait, écoutez, moi je ne m'intéresse qu'à l'avenir, parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Moi, sans avoir lu ce texte, je crois que c'est à peu près ça que j'ai décidé d'adopter comme comportement. C'est pourquoi, durant 30 ans, environ 40 ans maintenant, j'ai pu traverser quelques vagues, j'ai fait quelques prisons, 2 prisons. Il m'est arrivé de m'évader. J'ai fui le pays 4 fois. Maintenant, 4 fois. Et puis, au final, je me suis dit, le Burundi, c'est mon pays. Et quelle que soit la vie que je mène ailleurs, que ce soit sur le plan matériel, beaucoup plus attrayant qu'ici, le Burundi, ça reste mon pays. Je préfère ce pays-là. Vous avez été emprisonné, vous avez fui le pays, mais c'est sûr, vous aviez des idées que vous avanciez, vous aviez une vision autre, peut-être que celle du moment que vous viviez. Que vouliez-vous changer au fait? Est-ce que ce que vous viviez à cette époque était, si je me permets de me répéter, invivable? Que vouliez-vous au juste changer? Moi, je voyais qu'il y avait des injustices terribles, inadmissibles. La preuve, des gens fuyaient le pays quand ils n'étaient pas mis en prison, quand ils n'étaient pas purement et simplement tués lors des massacres comme celui de 72 par exemple. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance aux choses qui ont cette importance. C'est-à-dire, pendant qu'il y avait les références sur le plan ethnique, notamment, par exemple, avec une vision manichéenne, voilà les bons, voilà les mauvais de l'autre côté. Moi, je n'ai jamais partagé cette façon de voir la société. Mais par contre, je suis aussi quelqu'un de très exigeant. J'aime la compétence. Des fois, mais je parlais d'excellence.
Et sur ce point-là, je sais que j'étais souvent incompris. Ensuite, il m'est arrivé de penser que quand dans une société, vous vous arrangez pour faire du bien, vous êtes à votre travail, vous le faites tellement bien, tout le monde est content, etc. Des fois, je me disais, ça suffit. Personne ne va vous en vouloir parce que vous travaillez bien. Oui. À un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas toujours le cas. Oui. J'ai vu que vos succès peuvent être la cause de vos ennuis. Moi, ça m'est arrivé. Quand, par exemple, j'ai fait la première prison, je l'ai fait en 86, il y avait les gros problèmes entre l'État et l'Église catholique notamment, mais c'était l'Église en général. C'était un conflit tout à fait incompréhensible. Moi, je pensais qu'avoir des rapports de convivialité avec quelqu'un qui est en conflit avec l'État, je croyais que ce n'était pas du tout un problème. Mais j'ai vu plus tard que je me trompais sur ce plan-là. Et je ne suis pas... À un moment donné, par exemple, il était presque interdit, dans certains cas, d'entretenir des relations, par exemple, avec les gens se trouvant à l'extérieur. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ça pouvait être une faute. Et j'ai persisté dans cette attitude de quoi, mais moi, je ne fais rien de mal. Et puis, c'est un ami, il m'écrit, je trouve important que je puisse répondre. Voilà. Donc, moi, à un moment donné, je me disais, on ne peut pas m'empêcher d'aimer qui je veux. Surtout quand cette amitié-là n'était pas une amitié qui ennuie la liberté de l'autre ou les droits de l'autre. Alors, sur ce point-là, moi, je n'étais pas d'accord avec l'opinion courante, etc. Il fut un moment, par exemple, où j'étais sollicité par l'Église catholique. C'est en 1984, 85, 6. L'Église catholique était versée, comme toutes les forces de l'époque, dans le débat sur le problème de la planification familiale. On parlait beaucoup de la démographie, de la croissance exponentielle de la population. Et à l'époque, le Burundi réalisait déjà des taux de 300 habitants au kilomètre carré. Je me souviens, la commune de Mumba était souvent citée comme la commune la plus densément peuplée du Burundi. Et moi, dans mon mémoire de l'école de journalisme, j'avais travaillé sur ce sujet. Et je n'étais pas d'accord avec l'attitude qu'on appelle malthusienne, c'est-à-dire qui disait moins d'enfants égale plus de bonheur. Moi, dans mes conclusions, issues de mes travaux à l'école de journalisme, j'ai décidé de dire que c'est important d'informer tout le monde sur les méthodes qu'il y a pour planifier la natalité. Déjà, moi, je parlais de planifier, mais pas de limiter. Planifier, planning familial. Et je refusais carrément le point de vue de certains économistes très libéraux qui allaient jusqu'à dire limiter le nombre entre 2 à 4 enfants par famille. Nous avons connu un courant d'idées comme celui-là. Moi, je disais, laissez les gens d'abord savoir quel est le problème, ensuite donnez-leur toutes les possibilités qu'il y a et les couples choisiraient les moyens qui leur conviennent. À l'époque, le seul fait d'évoquer la question, le seul fait par exemple de dire, moi je ne suis pas d'accord avec la pilule, je ne suis pas d'accord avec le stérilet, etc., que vous dites, je suis pour la planification naturelle des naissances. C'est ce que dit l'Église catholique aujourd'hui. Oui. Ça se traduisait en une sorte d'ennui politique. Mais moi j'avais pris mon camp en tant que catholique, moi je suis catholique, conservateur, je dirais. Oui. Et bon, moi, j'étais partisan de la méthode de planning familial naturel. Oui. J'y croyais, puisque je l'ai pratiqué. J'ai eu une naissance, par exemple, espacée de 4-5 ans, entre la première et la suivante. Mon dernier enfant est né quand j'avais 36 ans. Vous voyez. Et quand les autorités de l'Église catholique ont appris que j'avais fait un travail comme celui-là et que j'étais évidemment un laïc engagé qu'ils connaissaient, je me connaissais à peu près avec toute la conférence épiscopale du Burundi, ils m'ont confié un projet. Oui.
Il y a un projet qui m'aidait également à ajouter quelques revenus sur mon salaire de journaliste. Et ce qui était bien, c'est que j'arrivais à concilier mon travail de journaliste et le travail que je faisais pour l'Église catholique. Si vous voulez, c'est probablement à cause de ça qu'on m'a jeté en prison. Oui. Parce qu'après, je me suis vu accusé d'être partisan de la CIA, par exemple, parce que j'avais des contacts avec l'Université de Michigan qui, à un moment donné, a encouragé mes recherches parce que mon mémoire a fini par être développé. J'avais un ouvrage à publier au moment où on m'a dit « Arrête, tu n'as pas le droit de parler de ça. » Et je suis allé en prison. Bon, 8 mois. Pour 8 mois 8 mois de prison, oui, sans inculpation ni procès. Enfin, j'ai fini par m'évader. Et c'est comme ça que s'est terminée la première prison. La deuxième prison, c'est encore plus compliqué. On ne peut pas y revenir maintenant. C'est un sujet trop long. C'est en 88. Oui. Moi, j'écrivais une lettre pour expliquer que dans ce pays, le Burundi, il est important de reconnaître les faits, la réalité. Il y a des rivalités ethniques et sanglantes, mais comme solution, moi je disais, il n'y a qu'un dialogue. Est-ce qu'en parlant de ces rivalités, vous êtes peut-être, vous avez été, pas acteur, je disais, vous avez observé la naissance de ce conflit entre les Hutus et les Tutsis. Est-ce que c'est vraiment un réel problème comme on le dit, ou bien comme on le prétend aujourd'hui, ou bien c'est un mythe qui nous a été importé d'ailleurs, comme les autres le disent? Comment avez-vous vu, ou bien comment avez-vous vécu cette époque où naissaient les rivalités entre les ethnies? Je crois que le problème est né, comme vous le savez, à des années qui sont antérieures à notre naissance, notamment au contact avec la colonisation qui a conceptualisé la problématique. Les sociologues et les historiens parlent d'ethnogénèse, c'est-à-dire comment une réalité ethnique devient un problème ethnique, alors qu'avant il ne l'était pas. C'est le cas de ce qui s'est passé chez nous. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, je crois que le plus gros problème commence à un moment où il y a exclusion. Ouais. Et quand il y a exclusion, les gens essaient de se l'expliquer, chacun à sa manière. Il y en a qui ont trouvé que c'était à cause des ethnies. Plus tard, il y en a qui ont parlé des régions. On a même eu un débat sur les clans. Maintenant, je suis heureux que vous me posiez cette question aujourd'hui, en 2010. En 2010, si vous regardez l'échiquier politique burundais, je ne suis pas sûr que vous seriez compris si vous disiez que tel n'aimait pas tel parce que l'autre, l'un est Hutu, l'autre Tutsi. Non, ce n'est pas le cas, vous le voyez. Oui. En d'autres mots, pour résumer, je crois que tout vient du moment où vous ne voulez pas accorder à l'autre l'espace qui est le sien, l'espace auquel il a droit en tant qu'humain. Par exclusion. C'est pourquoi par après, sur la base de ce que je dis, un Hutu peut exclure un autre, un Tutsi peut exclure un autre. Nous avons connu des régimes à la tête desquels on a vu des gens d'une telle ethnie ou d'un tel clan, etc., mais qui persécutent les gens de leur clan ou de leur région. Moi, j'ai vécu tout ça durant les 40 dernières années. J'ai vu comment ça a évolué, notamment dans les années 80, où on a commencé à voir que finalement, ce qui était arrivé en 1972, c'était la plus grande tricherie intellectuelle des élites qui dirigeaient le pays. Parce que plus tard, justement dans les années 80, il est né un courant d'idées. Moi, j'appartenais à ce courant avec quelques jeunes qui appartenaient à l'époque à l'UPRONA, etc. Nous pensions qu'il était possible de laisser éclore une opinion d'intellectuels convaincus que le Burundi est un patrimoine commun, que donc il est possible de vivre ensemble, que surtout nous avons la possibilité d'identifier des intérêts communs à défendre ensemble. Mais ce courant a été étouffé, je ne sais plus par quelles circonstances très malheureuses, parce que entre-temps, il y a eu des massacres comme Tegamarangara en 1988, qui furent une page très noire de notre histoire. Mais c'est à ce moment-là où le constat que nous faisions au début des années 80 est revenu s'imposer.
Et là, je me souviens, j'ai dirigé cette lettre qu'on appelle ouverte en 88 qui disait que la solution du problème que nous avons en ce moment au Burundi, c'est de créer un espace de dialogue entre les citoyens de ce pays, quelles que soient leurs origines. Et on a vu que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'on a eu les premières élections démocratiques dans ce pays. Aujourd'hui, on peut dire que malgré tout ce qu'on raconte, je crois que le Burundi réalise une passe assez controversée en ce moment. Mais moi, j'appartiens à une catégorie de gens qui disent que le Burundi a fait des pas de géant en 20 ans et que ce qui nous reste, c'est de construire sur les éléments positifs sur lesquels nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, par exemple, que le peuple est souverain, il exerce sa souveraineté à travers les urnes. Maintenant, le problème, enfin, là, on va entrer dans un débat politique et je ne voudrais pas en ce moment. Je crois que ce n'est pas le but de l'émission. Non, pas du tout. Bon, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire que dans cette région africaine des Grands Lacs, nous, en tant que Burundais, appartenant à un Burundi qui a eu des problèmes dans le passé, nous avons tiré un certain nombre de leçons de notre histoire et ces leçons nous servent à démontrer aux autres que nous avons avancé. J'étais ce matin dans un enterrement, mais il fallait voir le Burundi que je suis en train de raconter, et là, tu ne savais pas qui était autour, qui était tous étaient là autour d'un corps que tout le monde aimait, etc. Et on nous raconte évidemment que nous sommes un pays pauvre, ce qui est vrai, mais les choses que j'ai vues là-bas, c'est... Moi, j'étais presque assez stupéfait. Je dis, mais des gens bien accoutrés, bien à l'aise, qui compatissent ensemble. Et moi, je dis à quelqu'un, vous savez pourquoi le Burundi tient quand même, malgré les difficultés économiques que nous avons. C'est notamment à cause de ce type de circonstances qui montrent que les gens sont ensemble dans la douleur. Et ça n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas comptabiliser ça. C'est énorme comme capital. Parce que j'ai connu dans mon exil des pays où les Burundais sont divisés en deux camps, les Hutus d'un côté, les Hutus de l'autre. Quand une communauté a un problème, a une douleur, et le manifeste seul, dans l'autre camp, même chose. Et des fois aussi, même quand il s'agit de manifester la joie, j'ai connu des cas où les gens fêtent dans des camps séparés. Alors, ça, c'est pas bon. J'ai connu, surtout avant, je ne sais pas si je dis que j'ai été diplomate à Bruxelles. Avant d'arriver à Bruxelles en 1996, on m'a raconté qu'au mois d'octobre, quand il s'agissait de fêter l'anniversaire de l'assassinat de Rwagasore, il y en a qui pensaient que ça c'était un anniversaire pour les Tutsis. Et quand 10 jours plus tard, il fallait commémorer la mort d'Ondadaye, d'autres disaient ça c'est une fête pour les Hutus. Moi, ça m'ulcérait en tant que diplomate. L'autre année, moi j'ai dit à l'ambassadeur, mais écoutez, nous allons changer cette image. Et nous l'avons fait assez bien d'ailleurs. En 1995, octobre 1995, on a fêté ensemble. Et les gens nous ont dit à l'époque que c'était la première fois que ça arrivait. Bon, ici à Bujumbura, je sais que des moments comme celui-là sont arrivés, surtout durant les années noires de la crise que nous venons de traverser. Mais aujourd'hui, on voit, c'est un Burundi qui se retrouve, c'est un Burundi qui a certainement besoin d'être dopé, notamment économiquement, mais sur le plan culturel et psychologique, je crois que nous sommes un pays qui a des chances. Et ça, dans mes rêves que je nourrissais depuis mon adolescence, que je chantais aussi, parce que moi je suis aussi un musicien. Okay. J'étais un musicien, oui, j'ai participé à un concours de la chanson en 77. J'étais deuxième, le premier c'était Chandra Amisi, moi j'étais deuxième. Et l'argent qu'on m'a donné comme prix, c'est l'argent avec lequel j'ai acheté mon costume mariage en 1977. Donc je suis musicien. Je suis aussi homme de théâtre, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et j'ai dépeint dans mes chansons et dans mes pièces de théâtre la vie que je suis en train de... un de vos titres que... Ah oui,
Burundi bwacu ngira ngo ndaguhaye abatakuzi bakumenye kukuragahore. C'est pour cette chanson que j'ai eu, c'était à l'époque 12 000 francs. C'était beaucoup, hein. Oui. Ouais. Avec les 12 000, j'ai pris 10 000, j'ai acheté un costume à la rue de la Mission. Oui. Et c'est avec ce costume que je me suis marié. La même année. Oui. Alors, vous nous parlez de beaucoup de choses tellement intéressantes. Mais si on revient un tout petit peu au Burundi. Vous venez de nous dire des choses agréables, comme quoi le Burundi d'aujourd'hui vous donne quand même de l'espoir. Tout à fait. De l'espoir. Malgré les dérapages quotidiens auxquels on assiste. Justement. Alors, est-ce que le mal burundais qui était peint comme un mal ethnique ou tout outil, si vous l'observez à partir du moment présent, que pouvez-vous dire aux Burundais? Quel message avez-vous à livrer à ceux qui peut-être croient que le problème du Hutu c'est le Tutsi et que le problème du Tutsi c'est le Hutu? D'abord, je crois aujourd'hui, les gens le savent. Ils ne savent peut-être pas quel terme il faut utiliser pour être sûr qu'un Hutu et un Tutsi sont en train de dire la même chose. Mais pour l'essentiel, ils le savent. Le problème qui reste donc, c'est d'avoir un espace politique qui accorde la liberté à chacun de pouvoir matérialiser ce constat, ce résultat. C'est ça qui manque. Et moi, à partir de ça, je pense il y a d'abord une première victoire à remporter maintenant. C'est d'abord croire que c'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais c'est ensuite de donner le temps au temps. Vous savez, les problèmes qu'on a à gérer aujourd'hui, c'est à cause probablement de gens qui veulent que les résultats de leur combat, quand c'est un combat, ils les voient de leur vivant. Je crois qu'il est important que les gens commencent à se dire, écoutez, si le combat que je mène aujourd'hui produit des fruits, même après moi, ce sera déjà ça pour moi. Vous savez quel est mon rêve aujourd'hui? Je n'aurais pas voulu que mon enfant, qui vit actuellement à Genève par exemple, soit empêché de venir à Bujumbura à cause des problèmes que vous savez. Il faut qu'il soit en mesure surtout d'être fier, de sentir qu'il est burundais. Moi, je suis, des fois, parce que je voyage beaucoup, des fois je suis arrivé ici à Bujumbura avec des jeunes venant d'Europe. Ils avaient, j'étais sûr qu'ils avaient 2 passeports, l'un burundais, l'autre français, belge, etc. Arrivé à l'aéroport, je les voyais exhiber les passeports européens. Bon, c'est bien, ils sont fiers d'être européens, naturalisés, etc. Mais moi, j'étais quand même frustré qu'ils soient obligés de payer $50 de frais de visa, alors qu'ils ont des passeports burundais dans leur poche. Et ensuite, le fait d'avoir un passeport national de son pays, mais c'est une richesse incroyable. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui est capable de dire, moi, mes origines sont là-bas. Ça, c'est irremplaçable. Mais c'est un combat qu'il faut mener sur les mœurs, sur les valeurs morales. C'est un combat de tous les jours et tout le monde n'aperçoit pas la priorité de la même manière. Mais je crois qu'il faut arriver vers là. Apprendre aux gens d'être fiers de leurs origines. Parce qu'à ce moment-là, ils seront aussi capables de laisser les autres être fiers de leurs propres origines. Oui, vous êtes revenu au Burundi quand même, ce qui est d'ailleurs bien, et pour des raisons politiques, pour le processus électoral, comme vous avez dit. Non, vous savez, c'est une anecdote. Oui. Quand j'ai démissionné de mon poste à Bruxelles, j'avais été nommé du temps de ce qu'on appelait la convention de gouvernement. Quand il y avait un Hutu comme ambassadeur, son adjoint était un Tutsi et vice-versa. Alors moi, j'étais allé à Bruxelles dans ce contexte-là. Plus tard, 6 mois plus tard, je ne me sentais pas à l'aise et j'ai préféré démissionner. Comme j'avais un passeport diplomatique et que je n'étais plus diplomate, ce passeport-là devenait automatiquement invalide. Et il fallait que j'ai un autre passeport ordinaire, celui-là. J'ai mis 7 ans sans passeport.
Et un jour, en 2002, j'ai décidé, j'ai des témoins, des amis journalistes que j'avais rencontrés à Nairobi, ils m'avaient invité pour un séminaire. Je leur ai dit, moi, je rentre à Bujumbura, mais je n'ai pas de passeport. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai réuni toutes mes énergies. J'ai pris l'avion. Je me suis arrangé pour rentrer dans l'avion. Enfin, j'ai négocié. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Bujumbura, sur le tarmac, j'ai demandé au personnel au sol de me montrer où était le commandant de l'aéroport. Je suis allé le voir, un certain Boussokoza, mais j'ai dit, écoutez, moi je suis burundais, mon nom est tel, je ne suis pas du tout un terroriste, je ne suis pas un bandit du tout, je suis parfaitement identifiable. Oui. Et voici les papiers du lieu de résidence, d'où je viens, mais je n'ai pas de passeport burundais. Donc maintenant, je viens à vous pour que vous me facilitiez la tâche. Je dois rentrer au Burundi. Je suis burundais. Oui. Voilà, je crois que ça l'a impressionné. Je me souviens, ça a créé un émoi chez moi. Chez lui, je suis rentré et à Bujumbura. Bien sûr, il y avait des barrières entre l'aéroport et le centre-ville. Vous savez, c'est en 2002. Là, il y avait encore de la guerre. Oui. Mais je ne me rappelle pas comment je m'expliquais quand j'arrivais au barrage, quand on me demandait l'identité. Mais chaque fois, je dis, mais je suis burundais, je ne suis pas encore de papier, mais je les aurai demain. Regardez-moi, je ne suis pas un bandit. Oui. Et effectivement, quelques jours plus tard, je suis allé à la PAF. Bon, ce n'était pas automatique, mais j'ai dit, mais non, attention quand même, je suis là, je dois avoir mon passeport. Oui. Parce que, enfin, pour des raisons que je n'arrivais pas à m'expliquer. Alors, avoir pu gagner ce combat, c'est une des choses les plus réjouissantes de mes 15 dernières années. Donc, avoir pu atterrir à Bujumbura sans passeport, mais avec l'envie de dire, ah, je vais chez moi, c'est mon pays. Personne ne doit m'empêcher d'y rentrer. Et s'il faut passer en prison une nuit parce que je n'avais pas de papier, après je leur dirais que c'est eux qui avaient tort, parce qu'ils n'avaient pas voulu me procurer un passeport ordinaire. Oui. Un écrivain du nom de Jonathan Swift disait que la vision, c'est l'art de voir l'invisible. Il y a quelque chose que peut-être tous les Burundais ne sont pas en train de percevoir pour le moment, mais vous, en tant que un visionnaire, un homme intellectuel, pour vous un Burundi de demain, vous êtes peut-être capable de vous tenir dans cette vallée du présent pour observer la montagne de demain. Comment voyez-vous le Burundi de demain? Ou bien, si je me permets de revenir en arrière, quelle était justement votre vision par rapport à ce pays? Et je crois que nous touchons vers la fin de l'émission. Mais dites aux Burundais, dites à ceux qui nous observent ce que vous voulez du Burundi de demain. Comment le voyez-vous? À partir de maintenant, de là où nous sommes, nous avons fait des pas. Alors, je vois un pays qui est évidemment condamné à vivre dans la mondialisation, dans la globalisation économique. Un pays vivant dans une région qui bientôt n'aura plus de frontières politiques. Nous appartenons maintenant aux 5 pays de la communauté est-africaine, nous appartenons encore à la CEPGL. Bientôt, nous sommes dans le vaste ensemble de la COMESA, c'est une vingtaine de pays. Donc les frontières vont s'effacer. Les histoires Hutu, Tutsi, à mon avis, vont se terminer. Et les gens vont s'étonner de se rendre compte à quel point maintenant, s'il y a une bataille aujourd'hui, c'est de savoir comment construire une autoroute qui part de Bujumbura, va à Nyanza-Lac, traverse jusqu'à Kigoma pour rejoindre Dar es Salaam. Un peu comme on a des idéalistes panafricains qui disent qu'il nous faut une autoroute depuis Dakar jusqu'à Mombasa. Alors, vous ne pouvez pas construire ce type de projet gigantesque quand vous vous identifiez sur la base de critères ethniques. Moi, mon ethnie aujourd'hui, à Genève, je le dis souvent aux gens, je suis l'ethnie du côté des choses qui marchent, c'est-à-dire qui transcendent les frontières, parce que les frontières sont en train de se casser. Et d'ailleurs, je crois qu'ils se sont cassés depuis très longtemps. Je pense donc que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est j'appelle ça déminer les esprits, c'est-à-dire les problèmes les plus graves que nous avons à gérer se trouvent dans la tête, dans la perception que nous avons des réalités du monde.
j'appelle ça, parce que j'ai dirigé un projet de déminage, il fallait aller déminer les terrains qui avaient été minés pendant la guerre. Après, on m'a dit, mais attention, les mines les plus dures, les plus graves, les plus dangereuses sont dans les têtes des gens. Un peu comme dit l'UNESCO. L'UNESCO dit, pour faire la paix, il faut agir dans les esprits. Parce que c'est des esprits qui connaissent la guerre. Alors il faut agir sur eux. Pour moi, donc, le Burundi que je vois, c'est un Burundi qui doit apprendre à vraiment faire ce saut bon en avant, en sachant par exemple que si nous restons avec certaines attitudes assez dépassées, mais les citoyens de l'Afrique est-africaine vont venir ici, eux, rafler les marchés que nous ne pouvons pas nous rafler parce que soit nous sommes encore paresseux, nous ne percevons pas les enjeux, nous travaillons comme il y a 50 ans, alors que d'autres sont vraiment des gens du 21e siècle. Mais évidemment, les esprits, pour changer, doivent être nourris. Donc le grand challenge, messieurs, il faut qu'on cesse de croire que nous avons fait des universités. Il y a d'autres universités que nous devons faire. C'est s'informer quotidiennement pour savoir comment nous allons nous adapter au monde de demain, qui est un monde qui change très rapidement, notamment avec les technologies de télécommunication actuelles. Alors, M. Deo, comme à 6 ans déjà, vous avez vu le prince Louis Rwagasore et que vous avez été impressionné, peut-être aujourd'hui, il y a aussi un jeune qui nous regarde, qui n'a peut-être pas 6 ans, mais qui est jeune et qui est impressionné par votre vie. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être pour une minute, que vous pouvez lui adresser afin de l'encourager aussi dans sa vie? C'est sur la base d'un proverbe kirundi qui dit « Idozivika zaramagi ». Tous ces coqs qui chantent étaient au départ des œufs. 2, il faut que notre jeunesse ait envie d'avancer, de gagner. Voilà, gagner. Et pour gagner, il faut être excellent. Et pour être excellent, il faut épouser les valeurs qui vous permettent d'avoir du succès. Aujourd'hui, nous avons malheureusement une jeunesse, mais ce n'est pas sa faute. Vous voyez, les 17 ans aujourd'hui sont nés pendant que la guerre commençait, et nous sommes encore dans une période, je ne vais pas l'appeler post-guerre, même si la guerre est terminée, mais c'est tout comme, ce n'est pas encore gagné. Il faut qu'ils aient donc envie de s'améliorer chaque jour. Moi, j'ai créé une association qui décerne chaque année une bourse d'études sur les droits de l'enfant. Ce projet, je l'ai adopté parce qu'il est excellent, ça concerne les enfants. Et je sais que quand vous travaillez avec les enfants, que vous arrivez à leur inculquer les valeurs d'excellence, immanquablement, vous formez des hommes et des femmes qui seront utiles pour le pays. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, si on me demandait de mettre au point un plan Marshall, ce serait un plan pour développer des laboratoires de recherche à l'université. Quand vous allez à Mutanga, je suis désolé, c'est pas... Moi, je me sens mal quand je regarde ce qu'il y a là-bas, alors que c'est ça qui devait être le miroir de notre société. C'est là que nous préparons l'avenir du pays, des futurs dirigeants du pays. Mais ce n'est pas que des dirigeants, mais c'est surtout des chercheurs, les gens qui vont nous dire à tout moment, mais attention, voici comment est la société aujourd'hui et voici comment il faut la changer. Donc moi, j'accorderai une grande attention sur l'instruction publique, sur le développement de l'enseignement, notamment supérieur, pour que la recherche soit une recherche de qualité. Je ferai en sorte que notre université ici soit l'une des meilleures, sinon la meilleure de l'Afrique des Grands Lacs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ferai en sorte que les enfants, les jeunes, je les côtoie souvent, qui ont tout le temps envie de migrer vers l'Europe, puissent plutôt avoir envie de rester ici. Mais leur expliquer pourquoi, et ne pas seulement rester dans le discours, dans le vague, leur donner une matière à réflexion. Je participais récemment, j'écoutais une émission dans laquelle quelqu'un appelait les jeunes à créer des emplois plutôt qu'à vouloir que ce soit l'État qui soit le grand pourvoyeur d'emplois. Moi, je suis de ce courant-là. Il faut qu'aujourd'hui, on commence à savoir que nous avons des talents. Ces talents peuvent être efficaces.
Je refuse, comme toujours, comme on disait que le pays est pauvre, nous sommes un pays très riche. Un chef d'État africain, je crois que c'est celui de Côte d'Ivoire, disait, mais en Côte d'Ivoire, il y a des herbes partout. Alors pour moi, dans un endroit où pousse l'herbe, on peut aussi faire pousser de la nourriture. Voilà. Oh, regardez le Burundi, mais c'est un cadeau, c'est incroyable comme richesse. Mais le problème, je crois qu'il est dans l'esprit. Il faut se mettre en tête que nous avons une manne, que nous sommes assis sur un panier d'or qui suffit seulement de développer ce panier. C'est ce que je souhaitais pour notre jeunesse. Monsieur Dewa Kizimana, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu présent à notre invitation et que peut-être prochainement aussi on va avoir besoin de vous pour la suite de nos émissions à la télévision Héritage. Donc vous êtes les bienvenus dans sur notre plateau. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est ici donc que prend fin l'émission de ce soir, La Vision au-delà des rêves. Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, nous avions comme invité M. Dewa Kizimana, un réel abîme de la science et aussi un réel homme politique et visionnaire. Pour vous qui nous avez aussi capté tout au milieu, j'aimerais vous rappeler que Dewa Kizimana est né à Kiganda, bien précisément à Gachacha, et il a été à Kanelwa. À Gachacha, j'ai enseigné. D'accord. Et aussi à Gachacha, donc il a enseigné, il était enseignant, il a été journaliste au Renouveau, il a été à l'école de journalisme, il a travaillé pour la BP, il a travaillé dans différents secteurs de ce pays. Il a été un diplomate. Donc, c'est quelqu'un qui a des idées pour changer ce pays. C'est quelqu'un qui a des idées pour rénover et pour améliorer la vie du Burundi et du citoyen burundais. Je vous remercie donc pour votre attention et bienvenue dans la prochaine émission. À la prochaine.